Réunion du Conseil des ministres ce vendredi 13 décembre 2013. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour du Conseil. Un financement de plus dans le cadre de la lutte contre la malnutrition chronique dans notre pays. L'accord signé cet après-midi entre l'UNICEF, l'UNFPA et le ministère de la Santé publique porte sur une enveloppe additionnelle de plus de 3 milliards de francs CFA. Bonsoir et merci de suivre cette édition. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 13 décembre 2013, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Ray Letcheb. Au titre du ministère de l'Équipement, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de test ci-après. Projet de décret déclarant l'utilité publique, l'échangeur de la place de la Bienvenue, appelé rond-point des armées, ses voies d'accès et l'avenue de l'Afrique. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Niamey-Niala, des travaux de construction de l'échangeur de la place de la Bienvenue, appelé rond-point des armées, de ses voies d'accès et l'aménagement de l'avenue de l'Afrique sont prévus. Les travaux concernent la place et les voies suivantes. La place de la Bienvenue, le boulevard du 15 avril CI2, l'avenue de l'Armée GK5, l'avenue de l'Amitié GK6, le boulevard de la Liberté NM2 et l'avenue de l'OUA CI1. Projet de décret déclarant d'utilité publique l'échangeur appelé l'échangeur Diori Hamani de la place dite rond-point Laco et ses voies d'accès. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Niamey-Niala, des travaux de construction d'un échangeur appelé l'échangeur Diori Hamani de la place dite rond-point Laco et de ses voies d'accès sont prévus. Les travaux concerneront les places et les voies suivantes. L'avenue du Kassai allant du Palais des Sports au rond-point Laco KL2, l'avenue de l'Ader KL1, l'avenue de Gandatier GM1, le boulevard de la Liberté LI10. Projet de décret déclarant d'utilité publique l'échangeur de la place des Martyrs et de ses voies d'accès, les deux corniches rive droite et rive gauche et la voie d'accès K187 reliant le deuxième pont de Niamey à la route nationale numéro 27, route Niamey-Saï. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Niamey-Niala, des travaux de construction de l'échangeur de la place des Martyrs situé à la place du pont Kennedy, l'aménagement et le bitumage des deux corniches rive droite et rive gauche et de la voie d'accès au deuxième pont de Niamey, K187 reliant ce dernier à la route Niamey-Saï sont prévus. Les travaux concernent les places et les voies suivantes. Place des Martyrs, la place des Nations Unies NB8, l'avenue François Mitterrand NB6, la rue du Gawai NB31, la rue du Premier Pont NB51, les corniches rive droite et rive gauche. Projet de décret déclarant d'utilité publique la route Zender-Bakimbirji 56 km, le parking gros porteur et le motel. Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la route Zender-Bakimbirji 56 km, des démolissements d'immeubles bâtis sont prévus dans l'emprise de la route et sur les sites de 25 hectares retenus pour abriter le parking gros porteur et le motel afin de respecter les normes de construction. Le parking gros porteur et le motel seront construits non loin de la société de raffinage de Zender-Souraz. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, du ministère des Finances et du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation nationale, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret instituant une prime de craie au profit des personnels assurant effectivement les fonctions d'enseignants. Le présent projet de décret institue une prime de craie au profit des fonctionnaires et des agents contractuels assurant effectivement les fonctions d'enseignants. Mesures nominatives. Le Conseil a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Malam Issa Mahamman, maître assistant d'histoire, est nommé secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Au titre du ministère des Enseignements secondaires, M. Boubé Maman, professeur de l'enseignement secondaire, matricule 53 907 Barka, est nommé secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires. M. Issa Kassoum, cadre de l'enseignement, matricule 43 824 Barpé, est nommé secrétaire général adjoint du ministère des Enseignements secondaires.
au titre du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, M. Abouzaïd Damaza est nommé secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Moussa Atta Assouman, directeur administratif, est nommé secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Au titre du ministère de la Santé publique, Dr Idriss Maïga Mahamadou, médecin en santé publique, matricule 56099-U, est nommé secrétaire général du ministère de la Santé publique. Au titre du ministère de l'Agriculture, M. Boubacar Goubé Eliassou, ingénieur d'agriculture, matricule 58888-T, est nommé secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture. Au titre du ministère de l'Énergie et du Pétrole, M. Kane Halilou, ingénieur général des TP, mine de 3e échelon, matricule 53937-S, est nommé secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole. Au titre du ministère de la Justice, M. Moussa Douma Hamidou, magistrat de 3e grade 7e échelon, matricule 12556, est nommé directeur des affaires civiles, commerciales et sociales à la direction des affaires judiciaires et des sceaux. M. Souley Etoubou, magistrat de 2e grade 2e échelon, matricule 103-475, est nommé directeur des affaires coutumières à la direction générale des affaires judiciaires et des sceaux. M. Amadou Mourou, magistrat de 3e grade 5e échelon, matricule 117-182, est nommé directeur des affaires pénales et des grâces à la direction générale des affaires judiciaires et des sceaux. M. Hussein Djibade Mamansani, magistrat de 2e grade 3e échelon, matricule 105-118, est nommé directeur de l'administration pénitentiaire à la direction générale de l'administration, de la sécurité pénitentiaire et de la réinsertion. Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Diallo Hamma, inspecteur de la Jeunesse et des Sports, matricule 54-221-L, est nommé secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Au titre des établissements publics, sociétés d'État et sociétés d'économie mixte, Dr Hassan Ali Mazou est nommé directeur général de l'hôpital national. Mme Moussa Salah Rabi Himayankori, inspectrice générale du Trésor, matricule 4316, Barji, est nommé directrice générale du Palais des Congrès. M. Ousmane Hamissou, inspecteur général des télécommunications, est nommé directeur général de la Sonitel. M. Maïtourare Chipkaou, docteur vétérinaire de classe exceptionnelle, matricule 48773-N, est nommé directeur général de l'abattoir frigorifique de Niamey. M. Zangui Brahima Mamansani, docteur vétérinaire, matricule 55-879-R, est nommé directeur général du Laboussel. M. Marousifou, directeur administratif premier échelon de la classe principale, matricule 51-392-F, est nommé directeur général du CNUT. M. Sadou Seydou est nommé directeur général de la SPEN. M. Souley Hassan Bonto est nommé président du conseil d'administration de la SPEN. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Deux communications du ministre d'État, ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, dont l'une porte sur l'évolution du dossier du barrage de Kandaji et l'autre sur les modalités de l'aide budgétaire de la Banque mondiale. Une communication du ministre directeur de cabinet du président de la République relative à 4 marchés d'achat de véhicules. Une communication du ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation relative à un marché de construction d'un amphithéâtre de 500 places et de 2 salles de cours de 250 places chacune à l'université de Tawa. La communication du ministre directeur de cabinet du président de la République et du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sont faites au titre d'information en application des dispositifs de l'arrêté numéro 0143-CAB-PM-ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale sur la participation du Niger à la concertation de haut niveau organisée par l'UEMOA sur les crises sociales dans l'espace communautaire. Du 5 au 7 décembre 2013 s'est tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, la concertation de haut niveau organisée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA.
Cette rencontre a été sanctionnée par l'adoption d'une déclaration sur les crises sociales dans l'espace communautaire, dite déclaration de Ouagadougou. Une communication du ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs relative à la célébration de l'inscription de la vieille ville d'Agadez sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Au titre... Oui, c'était là les conclusions du Conseil des ministres de ce vendredi 13 décembre 2013. Le président de la République a par ailleurs reçu en audience cet après-midi l'ambassadeur de France au Niger, Christophe Bouchard. La coopération bilatérale et les conclusions du sommet de l'Élysée étaient au centre de l'entretien. Reçu en audience par le président de la République, c'était à la fois pour faire le point, comme nous le faisons régulièrement sur les relations bilatérales, et plus particulièrement pour un petit peu tirer les conclusions du sommet de l'Élysée qui s'est déroulé il y a une semaine et auquel son Excellence le Président a participé à Paris. Et donc je souhaitais échanger avec lui pour voir un petit peu les conclusions qu'il a tirées du sommet et comment on peut continuer à travailler, la France et le Niger, pour mettre en œuvre les conclusions de ce sommet dans le domaine de la sécurité régionale. Ça, c'est un point important. Dans le domaine économique aussi, on a beaucoup parlé des projets économiques entre la France et le Niger, puisque l'objectif du sommet, c'est de doubler les échanges entre la France et l'Afrique dans les années à venir. Et puis dans le domaine de l'environnement aussi, du climat, où il y a des enjeux importants. On a parlé notamment de la restauration du lac Tchad, qui est un projet auquel le président tient beaucoup. Donc on a fait un tour d'horizon des questions bilatérales et de la situation régionale. Signature de convention cet après-midi au ministère des Finances entre le ministre Gilles Baillet et l'ambassadeur de France au Niger. Cette convention est relative à l'appui budgétaire de la France au titre de l'année 2013. Hamani Seni, Moussa Hamani. 10 millions d'euros, c'est le montant de cette convention relative à l'appui budgétaire de la France au titre de l'année 2013. Convention signée par Christophe Bouchard, ambassadeur de France au Niger, et Gilles Baillet, ministre des Finances. Un geste qui accompagne le programme de renaissance du président de la République, a indiqué le diplomate français. Il s'agit ici d'une manifestation supplémentaire de l'appui de la France et de la qualité des relations franco-nigériennes, illustrée encore tout récemment par la présence de votre président, son Excellence Mahamadou Issoufou, au sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique les 6 et 7 décembre derniers. Dans le domaine budgétaire, ces excellentes relations se sont concrétisées ces dernières années par des appuis réguliers de la France à la République du Niger dans la mise en place du programme de la renaissance du président Issoufou en vue d'assurer le développement du pays dans la paix et la stabilité. Depuis 2011, les aides budgétaires françaises au Niger ont représenté un montant d'engagement cumulé de 60 millions d'euros. C'est donc dans ce contexte que la France réaffirme aujourd'hui son soutien à la République du Niger par un nouvel appui budgétaire de 10 millions d'euros sous la forme d'une subvention. Cette aide budgétaire est destinée à accompagner le programme économique et financier du Niger pour 2013. Dans son intervention, le ministre en charge des Finances, Gilles Baillet, a salué la France pour ses énormes efforts au profit du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Permettez-moi tout d'abord de saluer la diligence et la bienveillance avec laquelle la France a accédé à notre requête de financement de certaines dépenses inscrites au budget de l'État au titre de l'année 2013. S'agissant des fonds issus de la Convention, objet de la présente cérémonie, il faut rappeler qu'il s'agit d'un montant de 10 millions d'euros destiné partiellement à des dépenses inscrites au budget de l'État en 2013. Cette subvention sera affectée de la manière suivante. 7 millions d'euros pour la réduction des arriérés de l'État au sens économique, c'est-à-dire au règlement des prestations et travaux de fourniture de l'État, reconnus comme service fait depuis plus de 3 mois, en priorité dans le secteur de l'eau, de l'électricité et de la santé, et 3 millions d'euros pour lesquels des réflexions sont en cours pour identifier les points pertinents d'affectation. J'ai pu vous assurer, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur de l'AFD, du respect de ces affectations
ainsi que de tous les engagements sous-jacents liés à la mise en œuvre de cet accord dans le respect des orientations définies dans le programme du président de la République, dont la déclaration de politique générale du gouvernement du Premier ministre en constitue la déclinaison. Cette importante signature de convention entre la France et le Niger traduit une fois de plus le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cérémonie de signature d'un autre accord de financement, un accord de financement additionnel de 6 millions d'euros, soit environ 9,3 milliards de francs CFA entre l'Union européenne et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Cet accord de financement qui vise à lutter contre la malnutrition chronique au Niger a été signé en présence du ministre de la Santé publique, Mano Agali. La réunion du Comité national de santé au titre de la revue conjointe 2013 a pour objectif d'analyser et faire des propositions sur les actions menées durant l'année 2013 dans le domaine de la santé en partenariat avec les partenaires techniques et financiers et l'État du Niger. Le ministre de la Santé publique a dans son discours de clôture présenté ses remerciements aux partenaires techniques et financiers pour avoir mobilisé plus de 91 milliards de francs CFA dans l'exécution des activités proposées en 2013. Il a également félicité le personnel du ministère de la Santé pour les efforts remarquables accomplis. En effet, plusieurs indicateurs ont connu une augmentation sensible. À titre illustratif, on peut citer le taux global de réalisation physique des activités qui est passé de 50% en 2012 à 55% en 2013. Le taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié est passé de 44% en 2012 à 49% en 2013. La proportion des enfants atteints du VIH mis sous traitement antirétroviraux est passée de 24% en 2012 à 52% en 2013. Je vous exhorte à consolider ces acquis au cours de l'année 2014 afin d'étendre vers l'atteinte des OMD en 2015. Le chef de file des partenaires techniques et financiers a pour sa part assuré le ministre de leur soutien financier dans le domaine de la santé publique au Niger. Je dois vous demander, monsieur le ministre, un peu plus de temps pour que les différents partenaires techniques et financiers, surtout ceux qui ne sont pas représentés au Niger, mais qui participent aussi dans les budgets du ministère de la Santé publique, cadrent leur budget sur les différents plans d'action présentés par la structure du ministère de la Santé publique. À ce sujet, bien que nous soyons tout particulièrement satisfaits de l'amélioration de certains indicateurs agrégés, ce que nous pourrons peut-être voir de façon synthétique plus tard, je dois vous demander votre indulgence si nous prenons une semaine de plus pour donner notre accord définitif sur le cadrage budgétaire. Je demande aussi votre indulgence si dans ce dialogue nous nous arrêtons sur les aspects à renforcer beaucoup plus que sur les aspects les plus satisfaisants, car c'est le renforcement progressif du système qui donne sens à notre collaboration en tant que partenaire technique et financier. À l'issue de la présente réunion, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Au ministère des Finances, accélérer les remboursements des frais liés à la gratuité des soins. Au ministère de la Santé, mettre en place un mécanisme de contrôle des qualités des factures de la gratuité des soins à tous les niveaux du système de santé. Aux partenaires techniques et financiers, transmettre à temps le cadrage budgétaire, approuver à temps le plan de passation des marchés, mettre à la disposition des structures des informations sur le financement disponible avant la tenue du CNTS. Le plan d'action annuel 2014 validé par les participants compte 7170 activités programmées pour un budget prévisionnel de 180 milliards de francs CFA. Autant pour moi, vous venez là de suivre la cérémonie de clôture de la réunion du Comité national de santé au titre de la revue conjointe 2013 qui s'est tenue au Palais des Congrès de Niamey. Réunion ayant regroupé les agents du ministère de la Santé publique et les partenaires techniques et financiers.
Cérémonie officielle de signature d'un accord de financement additionnel de 6 millions d'euros, soit environ 3,9 milliards de francs CFA entre l'Union européenne et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Cet accord de financement qui vise à lutter contre la malnutrition chronique au Niger a été signé en présence du ministre de la Santé publique, Mano Agali. Marie Madako. Cette convention de financement d'une durée de 3 ans s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement au Niger, IOMD. 16 communes de 8 départements des régions de Tawa, Maradi et Zender seront ciblées par le projet qui sera exécuté par le ministère de la Santé publique via l'UNICEF. Ce sont plus de 2000 enfants de moins de 5 ans et plus de 3000 femmes en âge de procréer qui bénéficieront d'un paquet d'interventions à haut impact pour la prévention de toutes les formes de sous-nutrition. Le présent financement ambitionne de travailler sur ces causes et de participer au renforcement de la capacité de résilience des populations concernées en renforçant le rôle de l'État au plus près des populations. Il s'agit aussi d'inciter tous les acteurs au niveau local à s'impliquer davantage afin qu'à travers la concertation et le travail conjoint, des résultats tangibles et durables puissent être atteints. Le représentant de l'UNICEF au Niger ainsi que le ministre de la Santé publique ont à remercier la délégation de l'Union européenne pour ses efforts combien importants. Ce que vous savez, que chaque année, il y a des centaines de milliers d'enfants qui tombent dans la malnutrition aiguë. Malnutrition aiguë sévère, malnutrition aiguë modérée. Et on répète chaque année les mêmes actions pour sauver des vies, pour éviter que ces enfants meurent, pour éviter qu'ils tombent malades et qu'ils perdent leur vie. Maintenant, avec ces projets innovateurs, avec ces projets qui vont attaquer justement, comme M. l'ambassadeur venait de le mentionner, les causes sous-jacentes et structurelles de la malnutrition, on ne va pas seulement se limiter à remédier aux dommages quand ils sont déjà produits, mais on va essayer de prévenir la malnutrition. Je dois dire qu'au nom des autorités de la 5e République, un grand merci à l'Union européenne pour ces gestes, pour cet appui qui va à 3 régions du Niger, à savoir Zender, Maradi et Tawa, pour soutenir les efforts de l'État en matière de lutte contre la malnutrition. Pour l'UNICEF, nous sommes tout le temps ensemble. Nous avons vraiment des actions communes tous les jours, je vais dire, toutes les semaines. Nous sommes en concertation. Je crois que nous allons mener ces projets de la même façon que nous avons travaillé jusqu'ici. La signature de cette nouvelle convention d'un montant de 3,9 milliards de francs CFA porte donc le montant total de l'action de l'Union européenne à 15,5 millions d'euros, soit 10 milliards de francs CFA. Le ministre d'État à la présidence, Albade Abouba, a présidé cet après-midi à Niamey la cérémonie d'ouverture officielle des travaux du 7e congrès de l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest et la session internationale de formation islamique. L'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest, faut-il le rappeler, est une structure sous-régionale de coopération et de coordination des activités des associations de la jeunesse musulmane. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, tout comme nous reviendrons sur la cérémonie du lancement cet après-midi à Niamey de la foire régionale de l'intégration de Limoa. La salle Morgou de l'hôtel Gawey a servi de cadre ce matin à la 5e session ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente. Cette rencontre permettra d'examiner le protocole additionnel relatif aux sources alternatives de financement du Conseil de l'Entente. C'est le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur qui a présidé la rencontre. Mamadou Adamou, Salamatou, Mamoun Arabio. Cette rencontre permettra d'examiner, d'enrichir et de valider la stratégie de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Niger.
On a un système de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique qui est moins développé. Il y a aussi le défi de la qualité. De manière plus poussée, les problèmes qui ont été identifiés par l'équipe des consultants dans ce document, c'est d'abord le problème des effectifs et des flux que le secteur devrait recevoir qui sont extrêmement importants, et alors que les capacités des infrastructures sont très limitées. Deuxième problème qu'on a pu identifier en termes de contraintes, c'est surtout par rapport à la qualité de l'enseignement. Cette qualité et les contraintes se traduisent par la disponibilité des ressources humaines compétentes. Ça se traduit aussi par des contraintes d'avoir des outils pédagogiques modernes qui sont adaptés donc à des filières plus porteuses qu'actuellement les filières de formation qui se passent. On a pu proposer une vision claire au secteur. La vision, c'est que le secteur constitue un pilier essentiel pour le développement économique et social, parce que tous les secteurs socio-économiques au Niger ont besoin de ressources compétentes et qualifiées, professionnellement qualifiées. Cette vision, en termes de résultats, a été traduite en 5 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est de développer les capacités d'accueil des centres de formation professionnelle et technique. Le deuxième axe concerne donc l'amélioration de la qualité de la formation. Le troisième axe consiste à trouver des modalités alternatives de formation professionnelle moins coûteuses, mais plus porteuses en matière d'enseignement professionnel et technique. C'est l'amélioration de la gestion et du pilotage du sous-secteur. Et enfin, le dernier axe consiste donc vraiment à améliorer les programmes de formation. Le secrétaire général du ministère en charge de la formation professionnelle et technique a exhorté les participants à faire des observations concrètes qui contribueront à l'amélioration du document. L'élaboration des documents programmatiques, comme celui d'une stratégie de développement, s'inscrit dans la volonté du sous-secteur d'aller vers un pilotage efficace reposant sur des axes d'intervention cohérents et une approche partagée et comprise par tous les acteurs pour une meilleure réalisation des objectifs de développement. Cet atelier est organisé par le ministère de la formation professionnelle avec l'appui financier de la Commission nationale de l'UNESCO à travers son programme de participation. L'atelier de validation du document portant sur l'analyse des axes de la stratégie de développement de l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est ce matin à l'Académie des arts martiaux, atelier qui vise à examiner et valider la stratégie du développement de l'enseignement technique et la formation professionnelle. À côté au Glassan, Salamatou Moumandarabiou. Cet atelier regroupe une quarantaine d'acteurs et partenaires du développement local. Des participants devant procéder à évaluer la pertinence du guide de suivi-évaluation des plans de développement communal après une année de sa mise en œuvre. Pour cela, un groupe de 2 consultants a été commis pour non seulement procéder à cette évaluation, mais aussi proposer un canevas d'établissement de la situation socio-économique et financière de la commune en accord avec les dispositions de l'article 80 du Code général des collectivités. En effet, il faut établir un lien entre la mise en œuvre des plans de développement communaux et l'évolution des indicateurs socio-économiques et financiers d'une commune. Mesdames et messieurs, la décentralisation est un moyen d'approfondissement de la démocratie, de promotion de développement local et de la gouvernance. Ce choix indique la prise en compte des valeurs essentielles comme la participation, la responsabilisation, la transparence, mais aussi la reddition des comptes. C'est assurément dans cet esprit que le Code général des collectivités territoriales stipule à son article 80 que, au cours du premier trimestre de chaque année, le maire rend compte au conseil municipal par un rapport général de la situation économique et financière de la commune.
Cet outil qui sera enrichi et validé au cours de cette rencontre a été élaboré par le ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire dans le cadre de sa mission d'appui aux entités décentralisées en matière de gestion du développement local. Oui, vous venez là de suivre l'atelier de validation de l'étude de capitalisation de l'opération test de guide suivi et évaluation des plans de développement communaux. Objectif, procéder à l'évaluation de l'expérience en vue d'apprécier la pertinence de l'outil à l'épreuve des faits. Les résultats de l'enquête Afrobaromètre viennent d'être publiés. Il s'agit en effet d'une enquête sur la perception de la démocratie et du genre au Niger et qui s'est basée sur un échantillon de 1200 adultes. Précision, Salfi Garba, Amsatou Mahamadou. À travers cette rencontre, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, la CIDEL, vient ainsi de publier les résultats de la 5e série des enquêtes Afrobaromètre au Niger. Cette enquête a porté sur la perception de la démocratie et du genre sur un échantillon de 1200 adultes de par le pays. En ce qui concerne la perception de la démocratie au Niger, les résultats de l'enquête ont prouvé que 7 Nigériens sur 10 déclarent que la démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernance. Par rapport au degré de satisfaction de la démocratie, 3 citoyens nigériens sur 5 déclarent être satisfaits, 30% déclarent qu'ils ne le sont pas et 1% déclarent que le Niger n'est pas une démocratie. Sur l'évaluation toujours de la démocratie, 89% des répondants souhaitent une démocratie dans l'avenir, 79% déclarent une pleine démocratie et 10% déclarent une simple démocratie. En ce qui concerne la perception du genre au Niger, des questions comme l'égalité de droit, égalité de genre dans l'accès à l'éducation selon les milieux de résidence, l'intérêt des femmes aux affaires publiques ont été posées. Cependant, sur l'égalité du genre dans l'accès à l'éducation, il ressort qu'en milieu urbain, 8 citoyens sur 10 déclarent que si le fonds pour la scolarisation des enfants sont insuffisants, les familles devraient envoyer les enfants qui ont les meilleures aptitudes d'apprentissage à l'école et 72% en milieu rural. Par ailleurs, 3 Nigériens sur 5 sont favorables à la question sur l'intérêt des femmes aux affaires publiques. Cependant, il ressort que 56% des femmes interviewées sont intéressées par les affaires publiques contre 72% des hommes. De l'avis des personnes interrogées, 24% déclarent que les chefs traditionnels traitent les femmes de façon inégale comparativement aux hommes. Par contre, 50% déclarent que les femmes ne sont pas traitées inégalement. L'Afrobaromètre est une série comparative d'enquêtes d'opinion publique couvrant jusqu'à 35 pays africains. Il mesure l'atmosphère publique sur la démocratie et d'éventuelles solutions alternatives, des évaluations de la qualité, de la gouvernance et la performance économique. Le ministère de la Population a décerné des témoignages de satisfaction à 2 assistantes techniques internationales en fin de mission dans notre pays. Il s'agit de Mme Rosa Biastamanti et Dr Julienne Anoko qui, des années durant, ont mis leur expertise au service du dit ministère. Issouf Suleiman, Maremadago. Faire leurs adieux, mais aussi et surtout rendre un hommage mérité à leurs amis et collègues de travail, Mme Rosa Bustamante et Dr Gilliane Anoko, toutes les 2 assistantes techniques internationales au projet d'appui institutionnel du ministère de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Voilà le sens de cette cérémonie. Dr Rosa, vous nous quittez, mais vos œuvres demeureront dans nos locaux et dans nos cœurs. Pour nous, vous devrez prendre congé avec ce ministère en gardant le sentiment et la fierté d'une mission bien accomplie. Au nom du gouvernement et celui de tout le personnel du ministère, recevez l'expression de notre gratitude à votre pays ainsi qu'à la CTB et à son staff et transmettez nos salutations sincères à votre famille ainsi qu'à tout le monde qui vous entoure. Longue vie et bonne chance à votre future carrière, Dr Rosa. Au nom de Madame la ministre de
de la population, promotion de la femme et protection de l'enfant, Dr Metibi Kadiretou Dandobi, je vous remets ce cadeau symbolique en guise de souvenir pour les bons moments d'intenses activités que nous avons fait ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me souviendrai de votre discours. Je remercie beaucoup Madame la Ministre et je remercie toutes les personnes présentes parce que les contributions que vous, Dr Daouda, avez mentionnées n'auraient pas été possibles si chacun de nous tous ne se serait pas investi comme vous l'avez fait. Je vous remercie sincèrement parce que ce sont nos réalisations. Vraiment. Docteur Julienne, pendant l'exercice de tes fonctions au ministère, tu as activement appuyé le ministère et particulièrement la Direction générale de la promotion de la femme et du genre dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de ces activités. Au vu de ce qui précède, et au nom de Madame la Ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, j'ai l'honneur de vous décerner un témoin officiel de satisfaction. Merci. Merci beaucoup. J'ai proposé une collaboration sur le respect de l'autre dans sa différence culturelle, dans sa différence sociale, dans sa différence religieuse. Vous avez accepté. Je pense que c'est vous qui avez permis qu'on travaille. Parce que vous auriez pu dire non. Je sais que j'ai beaucoup cassé les pieds, vous me connaissez, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est parce que vous avez accepté qu'on travaille ensemble, qu'on a pu réaliser ce que Monsieur le secrétaire général venait de lire dans le discours et votre témoignage. Notons que Mme Rosa Bostamante quitte le Niger après 36 mois de collaboration. Quant à Dr Gilliane Anoko, elle part du Niger après avoir servi 16 mois durant dans notre pays. Le ministère des Enseignements secondaires et la coordination intersectorielle de lutte contre le sida ont initié une conférence débat couplée au dépistage du VIH dans les établissements scolaires. Ce matin, ils étaient au CES Koukaranta. L'objectif est de prévenir le VIH-Sida en milieu scolaire. Sekinatou Abdou, Issoufou Soulem. Cette cérémonie a été organisée par le ministère des Enseignements secondaires en collaboration avec la coordination intersectorielle de lutte contre le sida sous financement de la Banque mondiale. Une conférence débat couplée au dépistage des élèves qui est axée sur la prévention du sida en milieu scolaire. Nous avons en charge la lutte contre le sida en milieu jeune. Nous avons le secteur enseignement secondaire. Donc tous les adolescents sont entre nos mains et nous pensons que nous devons les préserver si nous voulons avoir des adultes sains. Nous sommes en train de voir que cette campagne est en train de donner des fruits et nous sommes aussi satisfaits des résultats que nous sommes en train de récolter. D'abord les enfants ont l'information, ils posent beaucoup de questions et de l'autre côté aussi les dépistages jusque-là n'a pas donné de résultats positifs dans ces écoles. On peut se réjouir que nous avons des enfants sains et on va tout faire pour qu'elles restent sains jusqu'à ce qu'elles deviennent adultes. Le sida est une réalité et nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement, dans tout le monde, on n'a pas un médicament qui guérit le sida en tant que tel, mais nous avons les antirétroviraux. Même pour la jeunesse, on ne veut pas qu'on arrive jusque-là. Notre message, c'est surtout que les jeunes puissent avoir les informations sur la prévention, parce que la prévention est notre seule arme pour pouvoir lutter contre cette pandémie au niveau de notre pays. Une initiative bien accueillie par les élèves qui expliquent pourquoi ils ont accepté de subir le test de dépistage. J'ai accepté juste pour voir comment va ma santé et comment je peux, si j'ai mon résultat, comment je peux réagir. Si l'on a le VIH comme ça, on peut prendre soin de lui et faire le traitement. Cette cérémonie a permis aux élèves de connaître leur état sérologique, ce qui leur permettra désormais de mieux se prévenir du VIH et de véhiculer le message. Cérémonie d'inauguration de deux salles de classe et 17 autres réhabilitées et équipées à l'école Kazindi de Filengui. Initiative de la compagnie de téléphonie mobile Airtel Niger pour accompagner les efforts du gouvernement dans sa politique éducative. Ismaël Douda, Bechirab.
Oh RTL Niger, le bienfaiteur, avec toi l'enfant est protégé, avec toi les classes sont construites, avec toi le mobilier est prêt. C'est ainsi que débuta cette cérémonie d'inauguration des 2 classes construites en matériaux définitifs et la réhabilitation des 17 classes, toutes équipées par la compagnie de téléphonie RTL Niger au profit des élèves de l'école Kaziende de Filengue. Créée en 1902, cette première école du Niger est aujourd'hui rénovée pour avoir formé l'essentiel de l'élite de notre pays et que cette action d'RTL Niger s'inscrit dans le cadre de son programme de responsabilité sociale et dont l'objectif est d'appuyer la politique nationale en matière d'éducation. C'est ainsi que nous avons lancé l'initiative Une école par région par an. Le but de ce projet est de réaliser une école dans chaque région, chaque année jusqu'en 2015. Nous avons voulu répondre à l'appel des responsables de l'école et nous sommes venus avec la direction régionale de l'éducation de Tillabéri pour leur donner confiance en l'avenir de leur école. Grâce à cette collaboration, réussie du reste, nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer les 17 classes composant le cycle primaire, entièrement rénovées et équipées. Les 2 nouvelles classes construites pour remplacer celles du CI et CP qui étaient en ruine. Et l'école sera dotée aussi de fournitures scolaires pour tous les enfants du CI au CM2 pour un apprentissage optimal. C'est donc pour témoigner toute leur gratitude que la population de Filengue est sortie massivement pour assister à cette cérémonie. Discours, chants et poèmes ont prévalu au cours de cette inauguration, ce qui n'a pas laissé indifférents les autorités à remercier RTL Niger pour cette action qui vient accompagner les efforts du gouvernement dans sa politique de renaissance de l'école nigérienne. C'est un honneur pour moi de présider cette cérémonie qui vient noter à quel point RTL est un excellent observateur. Observateur parce qu'aujourd'hui, s'investir dans la construction des salles de classe, s'investir dans la rénovation des salles de classe, s'investir dans la dotation des écoles en tablement et fournitures scolaires, c'est aller dans le sens des premières préoccupations du gouvernement de la 7e République, au rang desquelles son Excellence Alhaji Mamadou Issoufou, chef de l'État, président de la République. Je vous dis tout simplement que vous avez vu juste en nous faisant venir dans cette école qui est la toute première du Niger. RTL Niger ouvre donc une nouvelle ère aux élèves et enseignants de cette école, dont le premier directeur fut son Excellence Fejori Hamani, père de l'indépendance. Un présent a été offert au directeur général de RTL Niger par ses élèves en guise de reconnaissance pour toutes ses actions entreprises. Une visite des classes construites et réhabilitées a mis fin à cette cérémonie. Fin de formation en sécurisme pour une vingtaine d'éléments issus des différents groupements régionaux d'incendie et de secours. La cérémonie marquant la fin de la formation a eu lieu ce matin à la rive droite au Centre national d'instruction des sapeurs-pompiers. Hadiza Hamidine, Gérard Abdelaziz. La formation a duré 3 semaines au Centre d'instruction national des sapeurs-pompiers. 3 semaines durant lesquelles la vingtaine d'éléments issus de différents groupements régionaux d'incendie et de secours et des centres de secours implantés sur l'ensemble du territoire national ont été formés en monitorat de secourisme par des sapeurs-pompiers français, le capitaine Pichon, le sergent-chef Nicolas et le sergent Franck. Cette formation permettra aux stagiaires d'acquérir les compétences nécessaires pour enseigner le premier secours en équipe de niveau 1 et 2 en suivant les techniques pédagogiques imposées par le PAE1, pédagogie appliquée aux emplois et activités de classe 1. C'est la coopération française qui a rendu possible cette formation. Pour la coopération française, c'est très important de développer des actions en direction de la protection civile, dont je salue le colonel-major ici présent. Et vraiment, c'est un domaine qui nous intéresse au plus haut point, car même nous, expatriés, vivant dans le pays, nous pouvons avoir besoin de vous. Voilà. Donc c'est très important de développer cette coopération.
Les sapeurs-pompiers nigériens ont par le biais de leur hiérarchie présenté leur gratitude à la France qui coopère militairement avec le Niger depuis 30 ans maintenant. Ce qui n'a pas été dit ici, c'est que ces nouvelles méthodes pédagogiques permettent aux pompiers d'être polyvalents, c'est-à-dire d'enseigner en même temps le secourisme et d'enseigner donc les interventions en extinction incendie. C'est donc un tout gagné. Un pompier pour tout faire. Ceci témoigne, n'est-ce pas, d'une part de l'excellence de relations entre la protection civile du Niger et la direction de la sécurité civile française en particulier, mais aussi l'excellence des relations franco-nigériennes en matière de sécurité civile. Cela dénote également de la volonté commune de nos autorités qui en font de cette question de la protection des biens et des personnes un de leurs axes prioritaires conformément à la déclaration de la politique générale du gouvernement. La Direction générale de la protection civile compte sur la coopération française pour que ce genre de formation se poursuive pour renforcer davantage les capacités des sapeurs-pompiers nigériens qui sont très sollicités sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de ces activités, la Croix-Rouge nigérienne était ce matin à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC où elle a doté le centre de santé intégré de l'Institut de certains produits pharmaceutiques. Occasion saisie pour présenter le mouvement de la Croix-Rouge aux étudiants. Les détails avec Seni Hamani et Djari Siaga. Des produits de première nécessité ont été donnés à l'infirmerie de l'école. C'est aussi un centre de santé fréquenté par les riverains, d'où l'importance de ce don de la Croix-Rouge nigérienne. Au nom du personnel de l'IFTIC, au nom du ministère de la Colonie, j'ai dit son nom. C'est strictement personnel, mais c'est Toujani au nom de la Croix-Rouge nigérienne, en rapport avec le président, qui ont réussi à programmer l'IFTIC et le CSI de l'IFTIC dans leurs activités, bien qu'elle n'ait pas été au départ et ou au préalable programmée. C'est pourquoi vraiment personnellement je dois vous présenter mes remerciements que je vous chargerai de transmettre au président de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge nigérienne a dédié cette journée de connaissance du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à l'Institut de la formation technique de l'information et de la communication. Des diffusions d'informations sur l'historique du mouvement a été présenté aux étudiants. Un film documentaire très illustratif des actions et missions du mouvement international de la Croix-Rouge a permis à l'assistance de s'imprégner davantage du mouvement. Ce matin, nous avons reçu la visite du groupe CICR pour un don. Aujourd'hui, grâce au CICR, on a, je ne peux pas dire qu'on a un centre médical, mais il nous assiste quand même. Aujourd'hui, on a vraiment connu beaucoup de choses sur le CICR. Sa date de création, les problèmes qu'il rencontre sur le terrain, au niveau du volontariat du CICR. Grâce à la Croix-Rouge, nous avons appris beaucoup de choses sur le CICR. Nous avons vu les différents emblèmes du CICR. Nous avons vu aussi là où ils interviennent au niveau national et au niveau international. Par cette même occasion, le chargé de la communication de la Croix-Rouge nigérienne a donné des explications sur les activités du CICR dans le monde, sur l'utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, sur la loi de la protection de ces emblèmes et surtout sur le droit international humanitaire. En résumé, le mouvement de la Croix-Rouge internationale a pour mission principale d'assister les personnes en détresse, donc une mission humanitaire. Le gouverneur de la région de Niamey a rencontré tout récemment les responsables des forces de défense et de sécurité de la ville de Niamey. Au cours de cette rencontre d'échange, il s'est agi de discuter principalement de la sécurité. Abba Moussa Atouman, Issoufou Samaïla. Première rencontre de ce genre avec la FDS, il s'est agi d'échanger et de discuter de la sécurité dans sa globalité. Une mission à laquelle le gouvernement de la 7e République accorde une très grande attention. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays voisins pour bien comprendre que la sécurité est une condition sine qua non de la paix
qui, elle, constitue une exigence pour tout développement. Hamidou Garba Mamadou a également souligné que chaque Nigérien a une part de responsabilité dans le maintien de la paix et de la sécurité et chacun doit prendre ses responsabilités pour le bonheur de tout le peuple nigérien. L'initiation des patrouilles mixtes en est une parfaite illustration car les populations se sentent tranquilles et confiantes avec le sentiment fort d'être à l'abri de tout danger et de tout risque. Autre point débattu et qui est lié aussi à la sécurité, c'est la circulation à Niamey qui est devenue un véritable casse-tête pour les automobilistes, les motocyclistes et les cyclistes. Rares sont les fonctionnaires qui arrivent à leur lieu de service à temps du fait des embouteillages monstres sur toutes les principales artères de la capitale. Face à cette situation, le gouverneur de la région a appelé les forces de police à redoubler d'efforts et de vigilance afin de rendre la circulation plus fluide. Au cours de cette rencontre, il a été également question de la dégradation des mœurs et de la mendicité, deux mots qui gangrènent notre société et que les autorités doivent y remédier le plus rapidement possible en prenant des mesures énergiques. Sinon, comment comprendre qu'un lieu de culte puisse être le domaine privilégié de certains individus mal intentionnés en mal de détente, des attitudes inacceptables, inqualifiables, inadmissibles qu'on doit combattre de tout temps et à tout moment. Les patrouilles mixtes en vigueur doivent mener une bataille sans merci contre ces indélicats qui pullulent dans la capitale. Il faut reconnaître que les résultats tangibles sont enregistrés, comme c'est le cas ici, avec l'interpellation de plus de 134 individus, dont 15 femmes. Comment réhabiliter le laboratoire du complexe arabe Cheikh Omar Smaïl? C'est la question au centre du déplacement du gouverneur de la région de Niamey au 4e arrondissement, accompagné pour la circonstance des responsables de l'éducation. Abou Moussa Atouman, Isbou Samaïl. L'objectif principal de cette visite est de voir dans quelle mesure réhabiliter le laboratoire de cette école complètement délabrée, alors que du matériel d'une valeur de plus de 32 millions censé l'équiper dort dans les magasins. Du matériel financé par le PRODEFA, le projet de l'enseignement franco-arabe. Après avoir visité le dit laboratoire et le matériel censé l'équiper, le gouverneur Hamidou Garba Mamadou nous livre ses impressions. Vous savez, le laboratoire fait partie quand même des instruments indispensables pour la formation des élèves. Parce que c'est là-bas que l'élève est mis en contact avec certaines réalités visuelles. Donc, quand hier nous avons été informés par la section lycéenne et collégienne, nous avons tout de suite organisé ce déplacement-là pour venir voir. Et surtout que déjà le PRODEFA, donc le projet pour l'éducation des franco-arabes, a fourni du matériel tout neuf que vous avez dans les cartons d'une valeur de 32 millions. Donc la réhabilitation de la salle ne coûte pas grand-chose. Donc c'est pourquoi nous sommes venus voir de nous-mêmes et nous allons retourner au bureau, nous allons voir, prendre les dispositions pour que très rapidement, en tout cas cette salle soit opérationnelle. Surtout qu'elle peut servir au-delà de cet établissement-là, les établissements environnants qui peuvent profiter aussi de ce laboratoire-là. Bon, donc moi je suis très optimiste. Je suis très optimiste que nous pouvons quand même très rapidement trouver une solution par rapport au problème qui a été posé. Bon, deuxièmement, je trouve que ici derrière moi, le franchissement, un nouvel de franchissement pour accéder à l'école. Bon, c'est vraiment pas grand-chose. Et là, nous avons demandé au COGES, avec l'appui des élèves, de faire de cela un travail en régie. Le gouverneur de la région de Niamey a profité de cette visite pour s'entretenir à bâton rompu avec les membres du COGES et les élèves sur la situation scolaire. Il les a demandé d'adopter un comportement responsable durant l'année scolaire, message apparemment bien reçu par les élèves qui déplorent cependant un déficit de communication entre les autorités et les différents syndicats étudiants. Atelier de cadrage sur la mise en place de la plateforme d'innovation autour des blocs multinutritionnels densifiés pour bétail. C'était ce matin à Dosso sous l'égide du ministère de l'élevage. Habibou Garba, Salamatou Adam. Cet atelier de cadrage sur la mise en place de la plateforme d'innovation autour des blocs multinutritionnels densifiés pour bétail, organisé par le ministère de l'élevage à l'intention de ces cadres de terrain, s'inscrit dans le cadre de la formation continue des agents pour la nouvelle vision du gouvernement, celle de la modernisation de l'élevage et de l'augmentation des productions des ressources animales. En effet, à l'ouverture officielle des travaux,
le conseiller technique du ministre de l'Élevage a souligné dans son allocution introductive l'importance que revêt le présent atelier vu la place qu'occupe l'élevage dans nos activités socio-économiques. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale pour un pays d'élevage comme le Niger. Pendant 3 jours, vos travaux devront porter essentiellement sur les plateformes mutualisées d'innovation relatives au bloc multinutritionnel en vue d'améliorer les conditions de stockage du fourrage, faciliter l'accès et la valorisation des fourrages grossiers et résidus de récolte, faciliter la diffusion de la technologie des blocs multinutritionnels, faciliter l'émergence des petites unités de transformation pour aliments bétail, pour ne citer que cela. Procédant à l'ouverture des travaux, le gouverneur de la région de Dosso a rappelé l'objectif de la formation avant de les situer dans le contexte de l'initiative 3N. Après Zander, c'est aujourd'hui le tour de Dosso d'abriter les assises de cet atelier de renforcement des capacités techniques et participatives des agents de l'élevage dans le but de contribuer efficacement à l'encadrement des producteurs pour l'amélioration de leur production et de la productivité de notre cheptel. Mesdames et messieurs, la prise en compte de cette vision s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, du président de la République, chef de l'État, Alhaji Issoufou Mahamadou, qui accorde une place de choix au secteur du développement rural en général et celui de l'élevage en particulier dans son programme de renaissance du Niger. Je ne finirai pas mon propos sans remercier les partenaires techniques et financiers en général qui ne cessent d'apporter leurs appuis aux autorités de la 7e République pour le développement du secteur de l'élevage et en particulier la coopération technique belge à travers le projet d'appui au renforcement institutionnel du ministère de l'Élevage qui a financé le présent atelier. Le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Ali Zatou, a procédé ce matin à la mise en place de la commission régionale des grands événements. Une commission qui comporte déjà en son sein une dizaine de sous-commissions. Ali Hachim Mourabdou. Après le mot de bienvenue prononcé par le président du conseil régional de Dosso, Imam Moukela, le gouverneur de la région de Dosso a pris la parole pour remercier de vive voix les participants à cette importante cérémonie d'installation officielle de la commission régionale en charge des grands événements de Dosso. Une commission qui comporte déjà à son sein une dizaine de sous-commissions, a laissé entendre Seydou Zatou Ali. Les membres de la CRGE sont tous des représentants des différentes couches socio-professionnelles de la région où chaque membre a été choisi en fonction de sa compétence et du degré de motivation. Cette commission régionale des grands événements a comme baptême de feu la préparation de la fête du 18 décembre prochain où la région de Dosso compte donner un cachet particulier à cette fête. Toute la population est concernée, c'est pourquoi l'apport des uns et des autres est plus que nécessaire pour une bonne organisation. Le gouverneur de Dosso a mis cette rencontre à profit pour remercier les femmes artisanes de la région qui ont remporté le premier prix du président de la République à la 8e édition du SAFEM tenu récemment à Niamey. Il les a exhortés de poursuivre dans la même lancée pour une meilleure visibilité de la région. Une mission de suivi et de supervision des activités de récupération des terres dégradées conduite par le préfet du département du Tera vient de visiter le site de récupération des terres du village de Dirimbangu, commune rurale de Kogorou, dans la région de Tilaberi. Objectif, constater de visu l'état d'avancement des travaux. Reportage Zakari Maman, Amadou Ibrahim. Récupérer les terres dégradées par la réalisation d'ouvrages anti-érosifs pour l'amélioration des bases productives, combler le déficit céréalier enregistré, freiner l'exode des bravalides, c'est cela l'objectif poursuivi à travers la mise en œuvre de cette activité de récupération des terres dégradées. Initiée donc par le PAC RC sur le site du village de Diribangu, c'est dans la commune rurale de Kokourou. Cette activité génératrice de revenus constitue ainsi l'accompagnement du PAC RC à la réalisation des objectifs de l'initiative 3N. Vous voyez l'afflux des gens qui sont sur le site, des femmes et des enfants. Cela leur permettra d'avoir de quoi s'acheter des gains journaliers parce que vous savez, cette année, la saison n'a pas été comme on l'attendait. Donc c'est cela que nous sommes venus voir parce que même si c'est le PAC RC, nous le remercions qui a financé cela, ça rentre dans le cadre du programme de la renaissance de son excellence Alhaji Issoufou Mahamadou
le programme qui dit les troisièmes, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Si les gens se viennent travailler chaque fois, le peu qu'il arrive à gagner, donc il peut aller s'approvisionner ou en aliments ou en matière de soins sanitaires. Et donc c'est cela en réalité le programme de la Renaissance. Et sur ce, nous remercions beaucoup le PAC RC d'avoir initié cette activité, et surtout nos remerciements également aux autorités de la 7e République, notamment au rang duquel son Excellence Al-Aziz Mahamadou, parce que cette année nous avons besoin non pas de seulement ce site-là, de beaucoup d'activités. Ce déplacement du préfet au site de Diribangou, une occasion saisie par le directeur départemental de l'environnement de Terra, commandant Mamoudou Salifou, pour signifier toute l'importance de l'activité, les objectifs recherchés, la participation communautaire, le montant à injecter et d'autres aspects non moins importants. Le maire de la commune ainsi que les populations bénéficiaires de l'action se réjouissent fortement. Par cette activité, ont-ils dit, je cite, nous gagnons de l'argent pour satisfaire nos besoins alimentaires parce que cette année, la campagne agricole n'a pas donné entière satisfaction aux producteurs que nous sommes. Fin de citation. Ils ont renouvelé leur remerciement et leur gratitude aux autorités de la 7e République, à leur tête le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, et le PAC RC pour l'intérêt qu'ils accordent à leurs conditions de vie. Dernier aspect de cette édition, après Agadez et Zender, le PASOK 2 a lancé un appel à proposition dans la région de Maradi. Cet appel vise la mise en œuvre des activités de promotion des droits humains fondamentaux et de la citoyenneté au bénéfice des organisations des jeunes et des femmes dans les régions d'Agadez, Maradi, Tawa et Zender. Nous écoutons à ce sujet M. Amadou Sani Bana, directeur général des ONG. L'objectif du PASOK 2 est d'augmenter en termes quantitatifs et qualitatifs le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques à but non lucratif au processus de développement du pays, et plus particulièrement d'améliorer la capacité des acteurs non étatiques nigériens à participer à l'élaboration des politiques publiques de réduction de la pauvreté et au suivi de leur mise en œuvre au profit des groupes les plus vulnérables, surtout les femmes et les jeunes. Alors, pour atteindre cet objectif, le PASOK 2 lance un appel à proposition pour financer par le biais des micro-subventions des projets soumis par les organisations communautaires de base des jeunes et des femmes au profit des jeunes et des femmes. Pour cet appel à proposition, l'enveloppe prévue est de 800 000 €, à peu près 524 millions de francs CFA pour les 4 régions, ce qui donne environ 131 millions de francs CFA par région. Oui, avant de nous quitter, retenez que la salle Margou de l'hôtel Gawé a servi de cadre ce matin à la 5e session ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente. Cette rencontre permettra d'examiner le protocole additionnel relatif aux sources alternatives de financement du Conseil de l'Entente. C'est le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur qui a présidé la rencontre. Mamadou Adamou, Salamatou, Maman Rabi. Cette rencontre permettra d'examiner, d'enrichir et de valider la stratégie de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Niger. On a un système de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique qui est moins développé.
il y a aussi le défi de la qualité. De manière plus poussée, les problèmes qui ont été identifiés par l'équipe des consultants dans ce document, c'est d'abord le problème des effectifs et des flux que le secteur devrait recevoir qui sont extrêmement importants, et alors que les capacités des infrastructures sont très limitées. Deuxième problème qu'on a pu identifier en termes de contraintes, c'est surtout par rapport à la qualité de l'enseignement. Cette qualité et les contraintes se traduisent par la disponibilité des ressources humaines compétentes. Ça se traduit aussi par des contraintes d'avoir des outils pédagogiques modernes qui sont adaptés donc à des filières plus porteuses qu'actuellement les filières de formation qui se passent. On a pu proposer une vision claire au secteur. La vision, c'est que le secteur constitue un pilier essentiel pour le développement économique et social, parce que tous les secteurs socio-économiques au Niger ont besoin de ressources compétentes et qualifiées, professionnellement qualifiées. Cette vision, en termes de résultats, a été traduite en 5 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est de développer les capacités d'accueil des centres de formation professionnelle et technique. Le deuxième axe concerne donc l'amélioration de la qualité de la formation. Le troisième axe consiste à trouver des modalités alternatives de formation professionnelle moins coûteuses, mais plus porteuses en matière d'enseignement professionnel et technique. C'est l'amélioration de la gestion et du pilotage du sous-secteur. Et enfin, le dernier axe consiste donc vraiment à améliorer les programmes de formation. Le secrétaire général du ministère en charge de la formation professionnelle et technique a exhorté les participants à faire des observations concrètes qui contribueront à l'amélioration du document. L'élaboration des documents programmatiques, comme celui d'une stratégie de développement, s'inscrit dans la volonté du sous-secteur d'aller vers un pilotage efficace reposant sur des axes d'intervention cohérents et une approche partagée et comprise par tous les acteurs pour une meilleure réalisation des objectifs de développement. Cet atelier est organisé par le ministère de la formation professionnelle avec l'appui financier de la Commission nationale de l'UNESCO à travers son programme de participation. Oui, vous venez là de suivre l'atelier de validation du document portant sur l'analyse des axes de la stratégie de développement de l'enseignement technique et la formation professionnelle. La salle Margou de l'hôtel Gawé a servi de cadre ce matin à la 5e session ordinaire du comité des experts du Conseil de l'entente. Cette rencontre permettra d'examiner le protocole additionnel relatif aux sources alternatives de financement du Conseil de l'entente. Mohamedou Adamou, Salamatou Mamanarabi. Cette session ordinaire vient au moment où le Conseil de l'entente explore de nouvelles pistes pour le financement d'importants chantiers de développement économique et social en faveur des populations de la sous-région. Notre institution rénovée a fêté ses 2 ans le 5 décembre 2013. À vous qui avez été les chevilles ouvrières de cette renaissance, j'adresse mes sincères remerciements et félicitations pour tous les efforts que vous avez fournis afin que l'institution fasse son chemin, en dépit de quelques difficultés inhérentes à toute œuvre humaine. J'ai le ferme espoir, eu égard à votre disponibilité, à l'enthousiasme dont vous faites preuve et à la qualité de vos contributions, que l'organisation a de très beaux jours devant elle. Le directeur de cabinet du ministre d'État des Affaires étrangères a demandé aux participants de mener des réflexions et de faire des propositions déterminantes afin d'éclairer les décisions du Conseil des ministres. Au cours de vos travaux, vous aurez à vous prononcer sur un certain nombre de dossiers très importants pour la construction de notre espace. Je sais que vous êtes bien outillés pour aborder ces questions de par vos expériences personnelles et à raison de votre dévouement au Conseil de l'entente. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil des ministres fonde beaucoup d'espoir sur les conclusions de vos travaux. Il attend de vous des propositions pertinentes, suffisamment argumentées
qui devront aider nos États à une action concertée et soutenue dans le cadre de la mission qui est assignée à notre organisation. Durant 2 jours, les experts auront à délibérer sur la mise en œuvre des recommandations du dernier Conseil des ministres, le rapport d'exécution du budget du 31 octobre 2013 et le programme d'activité et de projet de budget 2014 du Conseil de l'Entente. Voilà, messieurs, mesdames, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.